Bonjour Laurence, comment vas-tu? Salut Brigitte. Écoute, je vais bien, je vais très bien. Ok, alors pour moi c'est une grande joie de faire cet entretien, cette vidéo, ce partage avec toi. Alors on va peut-être un petit peu se présenter. Donc moi je m'appelle Brigitte, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vibraction et je suis énergéticienne et télépathe. Et j'ai rencontré Gaëlle il y a quelques mois maintenant et c'est à travers la chaîne de Gaëlle justement qu'on s'est rencontrés. Oui, Et toi, sur cette chaîne, tu proposes des accompagnements. ouais, effectivement, Gaëlle, effectivement, m'a proposé aussi enfin, c'est un honneur quelque part, hein, de faire partie de l'équipe de suivi pour faire les accompagnements. Oui. Et justement, tu proposes plusieurs accompagnements. En fait, j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu l'expérience que tu as eue parce que je sais que c'est très très riche, mais ça va permettre aux gens de sentir ta vibration et de pouvoir vraiment capter dans quel état d'esprit en fait tu travailles. Ok. Alors, c'est pas simple en fait, et en même temps, c'est très simple. Oui. Euh, Bon, il faut que vous sachiez quand même que j'ai un parcours universitaire de psychologie. Voilà, à la base, je suis psychothérapeute et je me suis orientée dans plein de domaines de la psychologie et notamment la psychologie jungienne qui ouvre, je trouve, sur davantage le côté spirituel, mais au-delà. Voilà, une ouverture de conscience qu'il n'y a pas forcément, je trouve, dans la psychologie académique actuelle. Voilà. Bon, ça a été un parcours personnel et par ailleurs, après, de par ma situation personnelle, je me suis beaucoup intéressée à la fin de vie et au deuil. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, je me suis beaucoup engagée bénévolement dans des associations pour faire de l'accompagnement de fin de vie, de deuil. Bien sûr, je me suis formée hein, parce que ça demande quand même une formation assez précise. Donc pendant 10 ans, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie et puis là, j'ai arrêté actuellement. Mais par contre, je continue les accompagnements du deuil. Voilà. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qui a pour moi du sens. Et bon, on sait que le contexte actuel est particulier. Donc, ce qui me tient à cœur surtout, c'est d'accompagner les gens donc, dans cette forme de vulnérabilité qu'ils sont quand ils viennent de perdre soit un proche ou n'importe qui, voire même on peut étendre sur des ruptures, des déménagements, des pertes, des chocs de vie, des transitions. Là où d'un seul coup, on sent qu'on perd un peu de notre force, qu'on perd un peu de notre confiance, qu'on perd un peu de notre, j'allais dire, de notre verticalité, tout simplement. Voilà. Et mon but, c'est d'accompagner cette vulnérabilité et finalement de la retourner en force. Parce qu'au fond de nous, ce qu'on oublie souvent, c'est quand on est atteint, on se sent fragile, on oublie qu'on a toutes les ressources en soi. Et mon travail, essentiellement, c'est de mettre à jour donc, toutes ces peurs ou toutes ces fragilités pour mettre à plat tout ça et de faire en sorte que la personne redevienne autonome, qu'elle retrouve les ressources qu'elle a initialement en elle, qu'elle retrouve son pouvoir par rapport à sa vie, qu'elle redevienne acteur ou actrice de sa vie et qu'elle reparte sur ses rails en fonction de ce qui est bon pour elle, en fait, surtout. Surtout, rendre l'autonomie à la personne. Voilà. Ouais, ça c'est un point vraiment important, l'autonomie. Parce que si on n'arrive pas à rendre les gens autonomes, en fait, ils sont toujours en train de courir ou après nous ou après d'autres thérapeutes. Mais il n'y a jamais cette, comment dire, cette verticalité qui s'installe, en fait. Alors, certes, on a besoin de temps en temps d'un coup de main. Je ne dis pas qu'il faut jamais ne se faire aider. C'est important parfois, quand on est un peu noyé, de se faire aider. Mais effectivement, cette dépendance qu'on a après, c'est ça qui, pour moi, ne va plus.
Moi, je ne suis pas là pour rendre les gens dépendants à ma vibration. Je suis là pour simplement les remettre dans leur vibration, pour qu'ils sentent qui ils sont vraiment, pour qu'ils sentent ce qui est bon pour eux, tout ce qui va être de l'ordre du choix après, des choix de vie, quand ils sont justement entre deux situations pas stables, où c'est compliqué, où il y a des arbitrages financiers, où il y a des arbitrages de relations, où il y a enfin, voilà, on est souvent mélangé dans plusieurs problématiques et redéfinir ses priorités, revenir à soi, c'est pour moi fondamental et de revenir à l'essentiel qui est l'être, c'est pour moi le plus important. Donc, quand on arrive à revenir sur cette vibration intérieure qu'on a tous, qu'on se réaligne par rapport à nos priorités, c'est gagné, je dirais. Après, on n'a plus besoin de personne. Voilà. Et en fait, tu pars si j'entends bien, du postulat qui d'abord, il faut placer les priorités. Oui, parce qu'on a tendance à s'oublier. On a tendance à oublier qui on est vraiment, surtout. Que nous sommes des… Alors, je vais pousser loin, je vais aller pousser un petit peu plus. Nous sommes des êtres de droit divin. Oui. Et par conséquent, nous avons une verticalité et un droit d'exister qui est inhérent à toute forme de croyance par ailleurs. Et ça, on l'a souvent oublié. Ce qui fait qu'on a le droit surtout d'être et d'exister dans l'abondance, par exemple, ce genre de choses. On a toujours tendance à penser et à minimiser. Oh bah tiens, je me contente de ça, ça me suffit. Déjà, je suis en bonne santé. Déjà, j'ai ça, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien, mais j'ai appris. Là, ce dont je parle, c'est parce que je l'ai vécu, hein, c'est de l'expérience. Hein, c'est pas… Après, je vais dire, je demande à personne de me croire, mais j'ai une expérience personnelle qui fait que tout ce que je transmets, je l'ai vérifié, je l'ai vécu. Je ne peux pas faire autrement que de transmettre que ce que j'ai vécu. Donc, moi, j'ai vécu la survie. Je sais ce que c'est que de tirer les fins de mois. Je sais ce que c'est que d'avoir galéré à payer des factures. Je sais ce que c'est que d'avoir été dans un doute abyssal par rapport à ma confiance en moi, par rapport au fait de devoir entre guillemets, vendre auprès d'un employeur, de devoir mendier un travail, de devoir… Voilà. Ce genre de choses où on est complètement réduit à une petite chose, alors qu'en fait, on est un être entier, plein, complet, qui a le droit d'exister comme n'importe qui. Et il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il y a simplement le droit d'être, point barre, et de mettre en place qui on est vraiment, sa vibration. C'est aussi simple que ça, j'allais dire. Et c'est bien j'ai envie de dire que c'est un défi que les personnes qui entourent Gaël se proposent de faire, en fait, c'est-à-dire d'amener les gens dans cette rectitude, de passer de toujours être des victimes à être souverains et à enclencher justement des actions, des prises de conscience pour devenir vraiment autonome et vraiment être créateur sur cette planète sur laquelle on vit. Oui, c'est vrai que la société actuelle, en plus, n'engage pas à devenir créateur. Forcément, on est régulièrement remis dans un système, remis dans des cadres, remis dans nos limitations. Ce qui fait qu'on ne devient plus créateur de notre vie, on subit notre vie, en fait. Tout l'extérieur concourt à nous réduire. Et le défi, comme tu le dis, c'est de retrouver ça, c'est-à-dire de faire exploser cette croyance qu'on est limité, qu'on n'est pas souverain, qu'on n'est pas capable. Et quand on retrouve ça, quand on retrouve le fait que, ben oui, finalement, je suis puissant et j'ai le droit de créer ma boîte, j'ai le droit de tourner à gauche si j'en ai envie, j'ai le droit d'aller tout droit si j'en ai envie. Et
Et pourquoi on me limiterait? Enfin, je veux dire, il n'y a que nous qui sommes capables de faire ça en fonction de savoir ce que l'on veut aussi. Euh, revenir aussi à son choix personnel, à choisir pour soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas appris. On nous a souvent mis dans cette dépendance où on a plus ou moins induit à prendre telle ou telle voie. Ça peut être par l'éducation des parents. Enfin, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les parents. Je veux dire, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Hein. Mais après, il y a l'éducation, après, il y a des pressions sociales, il y a bah, tu devrais faire ceci, ah bah tiens, ça serait peut-être bien pour toi. Et puis, voilà, c'est pavé de bonnes intentions, mais est-ce que ça respecte qui l'on est? Est-ce qu'on a envie de mettre en place pour soi? Qu'est-ce qui nous meut et qui nous met en joie? C'est surtout ça. Quand on va au travail, qu'on a la boule au ventre et qu'on se dit, il faut que j'y aille parce que j'ai un crédit, parce que j'ai des enfants, parce que ceci et cela, forcément, ça ne sera pas la même vibration que si on fait un travail que l'on a choisi et qui nous met en joie et qui va nous apporter l'abondance au bout d'un moment. Voilà. Et moi, j'essaie de remettre ça en perspective parce qu'on est tous, pour moi, égaux par rapport à ça. On a tous notre raison d'être, on a tous notre couleur à apporter au monde, on a tous à créer qui l'on est et à apporter justement cette couleur. C'est ça la diversité de l'être humain, c'est ça la richesse de l'unité, c'est ça la richesse que l'on doit retrouver. Et voilà, donc c'est mon petit truc, mon petit défi. Moi, j'aime bien me lancer des défis et remettre du mouvement un peu sur ce qui était figé, remettre du mouvement sur ce qu'on croyait être terminé. Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de prérequis. Il y a qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qui me meut, qu'est-ce qui m'enchante, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et voilà. Et c'est vrai qu'une de tes, je vais dire, spécificités, c'est vraiment d'aller, quand on est en séance avec toi, c'est que tu vas comme chercher ce qui est figé en nous pour le remettre en mouvement. Et ça peut être juste par une parole, juste par le fait de mettre en perspective un mot qu'on dit. Et on sent que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe euh, à l'intérieur, mais des fois même à l'extérieur. On sent qu'il y a des points d'accroche qui, comme ça s'effondre, et que tout d'un coup, on a la sensation d'avoir beaucoup plus d'espace, justement, dans notre espace, en fait. On est moins figé, rigide. Et le mouvement que tu crées, ça, vraiment, ça ouvre des perspectives. Comment est-ce que tu fais ça? Ah, alors c'est vrai que bah, tu as vécu la séance, donc effectivement, l'idéal, c'est de la vivre, j'allais dire, pour le sentir, mais je vais t'expliquer un petit peu. Je vais expliquer un petit peu. J'ai alors, au-delà de la psychothérapie, au-delà de la psy, enfin, je ne suis pas là pour faire de la thérapie, c'est pas l'idée, hein. C'est pas ça du tout. Moi, je donne juste un coup de main, c'est tout. Voilà. Et j'ai cette facilité-là de rentrer dans la vibration de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en contact, on est en lien par téléphone, par visio, en présence, il y a comme un mouvement qui va s'effectuer naturel chez moi, qui va être de me mettre en vibration par rapport à la vibration et à l'être de l'autre. Et il va y avoir tout un… Alors, c'est complètement inconscient, je ne m'en rends pas compte, mais je me syntonise sur la vibration de l'autre. Et petit à petit, je vais commencer à poser des petites questions, je vais écouter beaucoup. Ça va être aussi par rapport, si on m'apporte un blocage, si on m'apporte une résistance ou une problématique, je vais écouter beaucoup, je vais me mettre en résonance, je vais apporter une qualité d'écoute qui va être particulière. Et puis, je vais relever des petites choses, parce que j'ai aussi cette facilité d'aller, alors sur le plan physique, écoutez, sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, voire un petit peu au-delà. Et ça se fait comme ça. Et il va y avoir une forme d'image intérieure, alors que je vis
pardon, je visualise rien du tout, mais c'est comme si d'un seul coup, ça y est, je sentais où en était l'autre et où je sentais là où ça accroche et qu'est-ce qui peut débloquer, qu'est-ce qui peut apporter une ouverture, un mot effectivement, une phrase, un point de vue. Et j'impose rien, je dis simplement, regardez ça, qu'est-ce que ça vous évoque ça, écoutez ça. Et ça peut effectivement apporter des prises de conscience parce que c'est gentil de l'imposer. Pour moi, ça n'aide pas. Il faut que la personne en prenne conscience. Et si effectivement un mot qui est une vibration, moi, c'est la parole, c'est mon outil privilégié. Hein. Rien que le mot apporte cette vibration dans la structure de l'autre et permet, waouh, comme tu dis, une forme d'ouverture, de prise de conscience, alors c'est gagné. Mais c'est pas moi qui vais faire le boulot, c'est l'autre. Voilà. Oui, c'est toujours la personne qui vient te demander de l'aide qui fait le travail. Mais ce que j'ai trouvé magique, c'est ta façon d'arriver à cibler le petit nœud ou le gros nœud, ça dépend du nœud, qui fait que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se remet à circuler. C'est comme si tu permets à la vie d'entrer là où elle n'entrait plus, en fait. Mm. Et la vie, c'est le mouvement, c'est le fait que ça va nous permettre tout d'un coup de poser d'autres choix, d'avoir d'autres idées. Oui, oui, tu as raison. En fait, ça refait circuler l'énergie et la vibration. Ça refait circuler l'énergie parce qu'on est engrammé, on est conditionné, on a des structures assez rigides en fait. Hein, au fur et à mesure, on s'est construit sur des rails un peu. Alors certains vont dire des rails neurologiques, biologiques, naturels. Voilà, dans les neurosciences, on le sait, hein, on a des structures neurologiques avec au niveau psychologique des mécanismes de défense qui sont là, qui sont structurés, qui nous ont permis j'allais dire de composer avec ce que la vie nous a permis d'expérimenter, mais des fois, ces structures, elles ont été mises très très tôt et elles ne sont plus valables aujourd'hui. Il faut souvent distinguer un mécanisme de défense, par exemple, ou une forme de conditionnement qui a été mis très très tôt, pas forcément pendant l'enfance, mais assez jeune, qui fait que on va toujours réagir de la même manière, on va toujours penser de la même manière, on va toujours quel que soit l'événement qui nous arrive, repartir sur le connu, sur ce qu'on connaît, sur cette facilité-là, qui fait qu'on va parfois sans arrêt refaire les mêmes schémas à l'insu de notre plein gré parce qu'on est structuré comme ça, en fait. Et c'est notre façon de nous en sortir à ce moment-là. Mais est-ce que c'est encore actuel aujourd'hui? Est-ce que c'est encore valable avec telle ou telle circonstance qui nous arrive aujourd'hui? Pas forcément. Plus forcément, justement, parce que la vie est mouvement et qu'entre-temps, on a grandi, on a évolué, on a changé. Et donc, de remettre, j'allais dire, en lumière ces anciennes structures ou ces anciens fonctionnements, de remettre un petit peu, voilà, de faire craquer un petit peu l'ancienne façon d'être, va permettre de remettre de la vie, va permettre de remettre, réactualiser, changer un petit peu ça. Alors au début, ça peut un peu déstabiliser et encore, enfin, je veux dire, c'est souvent à la hauteur de ce que la personne est capable d'endurer, donc il n'y a pas de risque en soi. Et souvent, ça se fait très bien. Et effectivement, ça ouvre de nouvelles perspectives et on s'aperçoit qu'on peut être créateur sur beaucoup de plans, en fait. Voilà. Et souvent, ce qui nous empêche d'être créateurs, justement, c'est, comme tu disais là, c'est les routines dans lesquelles on fonctionne, en fait. Parce qu'on a toujours fait comme ça, donc pourquoi est-ce qu'on changerait? Finalement, en faisant toujours la même chose, on va toujours obtenir le même résultat. Et si on veut un résultat différent, à un moment donné, il faut bien changer la routine. Oui, et c'est vrai, quoi, mais c'est par facilité. Enfin, je veux dire, on est tous pareils. À un moment donné, on reste dans notre zone de confort. Et c'est OK, jusqu'à un certain point où on se rend compte que on n'est pas heureux, tout simplement.
Et quand ça commence à coincer, quand ça fait des années qu'on est embrigadé dans ces habitudes-là, c'est bien de se poser un peu la question, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie pour qu'elle soit un peu plus légère, un peu moins déprimante, être un peu moins impactée par ce qui m'arrive, réagir différemment, être un peu moins en colère, un peu moins déprimée. Voilà, remettre du mouvement, remettre du mouvement. Oui. Et je dis des fois, le mouvement, ça peut être tout, tout simple en fait. Moi, des fois, ça m'arrive de dire aux gens, mais au lieu de te lever à gauche du lit, ben, tiens, change, lève-toi à droite du lit. Va se passer quelque chose dans ta psyché, ça va se dire, tiens, c'est pas comme d'habitude. Ouais, ouais. Et une chose que je fais qui est bon, assez personnelle et anecdotique, je suis droitière. Eh bien, quand je prends ma douche le matin, de temps en temps, régulièrement, je change ma poignée, je la mets dans la main gauche et je me douche à gauche pour simplement déstructurer un peu cette façon d'être. Alors bon, je crie toujours à droite, hein, c'est pas le problème, mais simplement pour réharmoniser, pour dire que le changement est possible. Voilà, juste ça, juste ça. C'est des petites choses, tu as tout à fait raison, on ne demande pas de faire des pas de géant, Non. mais quotidiennement, bah tiens, aujourd'hui j'ai posé mes clés à cet endroit-là, demain je vais les mettre là, en m'en souvenant. Moi, je fais ça régulièrement, mais je m'en souviens pas. Voilà, Donc, ça demande de la conscience. de la conscience, c'est ça. On a souvent perdu notre conscience, on est en pilotage automatique, hein, souvent. Et là, il y a tout un travail aussi que l'on fait avec toute l'équipe, avec Gaëlle et toi et d'autres, hein, Christine et d'autres, c'est de permettre aux gens de reprendre la main sur nos pensées, Oui. qui nous remettent en conscience. Parce que quand on perd le fil de nos pensées, on est embarqué dans nos pensées, on sait que c'est l'astral qui est là. Voilà. Donc, simplement être vigilant par rapport à ça, j'allais dire à chaque instant. Bon, c'est un défi, hein. Ça, la vigilance, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Ça prend du temps. Ça se fait pas en un jour. Non, non. Là, pour le coup, c'est un réapprentissage. C'est un réapprentissage et surtout, moi, j'invite souvent les gens, on est dans l'immédiateté, hein, ils essayent, et on essaye tous d'aller plus vite que la musique. On a envie d'avoir des résultats tout de suite, bien évidemment, mais l'immédiateté, c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Là, ça demande vraiment de la patience. Et Dieu seul sait que c'est pas évident la patience. Enfin, moi, je sais que c'est pas mon truc. Et pourtant, je me dis bon, allez, un petit peu tous les jours, patience, de la patience, et finalement, ça le fait. Ça le fait. Au bout d'un moment, ça le fait. On s'en rend même plus compte. On se dit, bah tiens, ça, j'ai changé, je m'en étais pas rendu compte. Ou alors, c'est les autres à l'extérieur qui vont dire, waouh, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait là? Je te sens plus, tu n'es plus comme avant. Oui. Et voilà. Et c'est l'extérieur qui va nous montrer à quel point on a changé, alors que nous-mêmes, on n'a pas forcément l'impression de l'être différent. C'est vrai, c'est les autres qui vont valider notre changement. Ouais. Parce que de soi-même, enfin moi, j'ai même jamais eu l'impression d'évoluer comme on entend souvent, il faut évoluer. Moi, j'ai Ouais. toujours l'impression d'être la même, en fait. Ben oui. Avec Ben oui. plein de conditionnements ou alors des conditionnements que j'arrive à voir. Et Oui. moi, j'arrive pas à les arrêter, mais j'arrive déjà à voir. Mais je vois pas vraiment de changement. Mais non, l'être, il change pas. C'est le personnage qui change. Personnage. C'est le personnage qui veut changer. Ouais. Ouais. Et des fois, il a envie de changer de rôle aussi. Oui. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, si c'est l'être, l'esprit qui reprend un peu le dessus, il a le pouvoir sur le personnage. Et après, le personnage, il en fait ce qu'il veut.
C'est ça qui est génial. Et après, on fait ce qu'on veut dans la pièce de théâtre, quoi. Oui. C'est nous qui dirigeons le personnage. C'est nous qui créons notre vie après. Ça, C'est très joyeux, hein. On n'est pas obligé de se matraquer aussi pour faire ça, hein. non. Ça peut être très joyeux. Il faut y aller cool, quoi. Enfin, on n'est pas là pour se flageller, on n'est pas là pour se faire mal. Souvent, je dis ça parce que on fait ce qu'on peut, quoi. On a vécu 40 ans, 50 ans dans nos trucs, là, et changer du jour au lendemain, ah, j'y arrive pas, c'est dur, machin, bah, c'est normal, enfin, cool, quoi. Il y a pas à se flageller, tranquille, quoi. On y va doucement et le principal, c'est de la reprise de conscience, un petit peu chaque jour, un petit peu, tranquillement, tranquillement. Et je pense que les gens peuvent utiliser un peu l'humour. Surtout l'humour. J'ai fait partie d'une école initiatique à l'époque et le prof, entre guillemets, nous disait toujours quand c'est grave, sérieux, important, c'est l'ego. Alors, moi, ça, des fois, tu sais, quand il y a des situations où je me dis, oh, oh, je dis, ah oui, mais grave, sérieux, important, laisse tomber, quoi. Mets-y de l'humour, tourne-le un peu à la rigolade et ça va aller beaucoup mieux et ça va être plus facile à gérer. Ben oui, mais oui, forcément, parce que qui rend les choses graves, sérieuses? Le C'est l'ego, ça on le sait, et c'est notre regard en fait qui change tout, hein. Si d'un seul coup on change de perspective, et c'est ça aussi que j'apporte, c'est que souvent j'apporte un autre point de vue, un autre regard sur une situation, et ça le fait, quoi. Si on se prend beaucoup moins au sérieux, on se dit mais attends, il n'y a pas mort d'homme là, quoi, tout va bien, quoi. D'accord, c'est peu compliqué, d'accord, c'est pas évident à vivre, on est d'accord, hein. Je veux dire, bon, l'incarnation, c'est ça. Mais tout va bien dans le fond, hein. Tout va bien. Tout va bien. Il y a pas de, on n'est pas en danger en fait. Non. On n'est pas en danger. Mais, ouais. Mais souvent, on a la tête dans les guidons, c'est le cas de le dire. Et ouais, et moi, ce qui m'aide, hein, c'est cette image de la pièce de théâtre, quoi. On voit les acteurs qui jouent, et si d'un seul coup, on se voit jouer, on se voit jouer dans la pièce, on dit, ah, mon beau-frère, ceci, ou alors ma belle-sœur, ou, enfin, oh, mince, j'ai réagi comme ça, ils ont joué leur rôle, et moi, j'ai joué mon rôle, et d'un seul coup, si on sort de notre rôle, si on sort, si on s'écarte un petit peu, et qu'on devient témoin de ce qui se passe, waouh, là, ça rend les choses différentes. Là, on commence à prendre conscience de tous ces schémas, de tout ce dans lequel on est embarqué, sans s'en rendre compte. Et du coup, là, tu as introduit la notion d'être l'observateur. Oui, Ouais. observateur, témoin, conscient. C'est qu'effectivement, on a un petit pas de recul. Oui. Plutôt que d'être dans la réaction, c'est souvent le cas, hein, quand on nous dit une parole un peu confrontante, on a tendance à réagir. On est dans la réaction, ben voilà, c'est presque instinctif. Mais si on se permet de ne pas réagir, si on absorbe la parole et qu'on se dit « oh là », on se tait ne serait-ce qu'une fraction de seconde, avec une grande respiration, déjà ça pose quelque chose. Oui. On prend du recul, on est beaucoup moins atteint, beaucoup moins impacté par ce qui est dit, même si ça fait mal parfois. Et après, on peut agir. On peut après poser des mots qui vont être différents. On va plus être dans la réaction immédiate de l'ego. On va être davantage centré, davantage dans sa verticalité et dire les mots. Ça ne veut pas dire rester passif, ça veut dire simplement prendre une fraction de seconde de recul pour avoir une parole juste et ajustée, un comportement ajusté. Oui. Et ça change tout. Quand on revient dans notre vibration, ça change tout. Les gens vont nous regarder de manière différente. Ils vont se dire, mais tiens, tu ne réagis pas comme d'habitude. D'habitude, je dis ça, tu montes au créneau.
Et là, si on ne réagit plus, si on se donne cette opportunité de redevenir acteur et non plus passif de ce qui nous a été dit, c'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Et ça prend des fois du temps. Oui. Parce que ben, moi, des fois, ça m'arrive encore d'être en réaction. Hein. Ben ouais. Le temps que je vois le mécanisme. Ben ouais. Mais moi aussi, hein, enfin, je veux dire, je suis comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je fais part de mon expérience, mais c'est parce que je le vis et je l'ai vécu, mais je le vis parfois encore beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais oui, on a tous été imprégnés par ça, bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu as une ou deux anecdotes pour nous? Parce que, Les anecdotes? oui, parce que tu as une vie tellement riche et vraiment intéressante que est-ce que tu as une petite anecdote, par exemple, je sais que tu m'as partagé quand j'ai fait la séance avec toi le fait du droit divin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter et je sais que l'abondance, c'est un sujet qui est entre guillemets récurrent. Oui. Parce qu'il y a quelque chose dans notre société où en fait, on n'est pas positionné à être dans l'abondance. C'est comme si on doit toujours, comment dire, bah déjà on doit travailler pour gagner sa vie. Ouais. C'est pas fluide. Et, et toi, comment tu vois cet aspect-là? Je sais que tu m'as dit l'abondance, c'est un droit divin. Ouais. Et c'était tellement puissant que j'ai bien envie que tu nous le partages. Je sais, honnêtement, je me souviens plus des anecdotes, mais j'en ai une souvent qui m'est restée quand même parce que franchement, ça a été énorme. Je vais essayer d'être courte sur cette histoire. Voilà, j'avais aidé une amie, j'habitais à l'époque Aix-en-Provence et j'ai aidé une amie qui était dans la panade avec son conjoint, etc. Et voilà, finalement, bon, je l'ai sortie un petit peu de sa misère du moment. Et puis, elle est allée vivre à Nantes. Et c'était son 50e anniversaire et c'est quelqu'un qui avait une santé très fragile. Donc, sa santé étant tellement précaire qu'on ne savait jamais si elle allait être vivante du jour au lendemain. Et cette amie, donc, pour me remercier de l'avoir aidée, m'avait dit, écoute, je fête mes 50 ans avec mon fils, voilà, j'aimerais vraiment que tu viennes. Et à ce moment-là, honnêtement, financièrement, je ne pouvais pas. Je travaillais, j'avais pas, enfin, pas vraiment un job alimentaire, mais disons pas un job qui était en alignement avec qui j'étais vraiment, mais bon, voilà. Et ce qui fait que financièrement, j'étais à la ramasse. Et la veille de la demande de cet ami, j'avais reçu un coup de fil de ma banque qui me disait, écoutez, vous êtes à découvert depuis X temps, ça va pas être possible, on va être obligé de vous supprimer votre carte de crédit, votre chéquier, etc. Il va falloir franchement qu'on passe à une autre étape. Ça fait trop longtemps que ça dure. Waouh! Et donc, quand cet ami me demande d'aller la voir, il fallait que je traverse la France, que je prenne un billet d'avion, 150 €. Bien évidemment, je ne les avais pas. J'étais à moins de 500 sur mon compte. Enfin, c'était une horreur à ce moment-là. Je ne dis pas que je suis riche aujourd'hui, mais voilà. Et je n'avais pas cet argent. Et c'était 3 semaines avant qu'elle m'a demandé ça. Donc bon, j'étais très embêtée, mais malgré tout, je me devais d'aller la voir. Donc je lui ai dit, bah, écoute, oui, d'accord, j'accepte, avec plaisir, je viendrai fêter les 50 ans. OK. Sachant que je ne savais pas comment j'allais faire, mais peu importe. Et puis voilà, le temps est passé et une semaine se passe, routine quotidienne. Et je travaillais à l'époque chez une dame que j'accompagnais sur différents plans, dans son deuil, sur un plan beaucoup plus matériel, etc. Et puis, donc de manière routinière, j'allais la voir, je faisais mon job, puis je rentrais chez moi. Au bout d'une semaine,
ma situation n'avait pas changé. Et mon amie m'envoie un petit texto. Elle me dit, si tu savais comme je suis contente, tu viens, on va faire la fête, c'est génial, mon fils va être là. J'ai des amis aussi, je suis en train de réunir tout le monde, ça va être formidable. Et je lui dis, oui, oui, t'inquiète pas, je viens, je serai là, pas de souci. Voilà. Encore une semaine se passe. Et bien évidemment, ma situation n'avait pas changé. Et je reçois un nouveau texto de mon ami qui me dit, bon alors, quand est-ce que tu viens, ton billet de train, enfin ton billet d'avion, c'est quand, enfin tu viens à quelle heure, tu me donnes ton numéro de vol, etc. Et je ne pouvais pas lui donner. Je suis allée voir sur Internet, pour le coup, encore une fois, le billet d'avion avait augmenté, il était à 200 €. Comment j'allais faire? Tout était compliqué à ce moment-là. Et là, je me suis dit, stop, faut que j'arrête d'être dans ce schéma-là. Ben, je vais demander à mon esprit, je vais demander là-haut, je vais dire, allez, c'est bon, moi j'ai besoin d'aller là-bas, ou tout au moins si c'est pas pour moi, au moins pour elle, j'aimerais être en capacité d'y aller. Donc j'ai demandé à recevoir de l'argent pour pouvoir partir. 2 jours se passent et un matin, j'arrive chez cette fameuse dame que j'accompagnais et il y avait une enveloppe sur ma chaise. Et la dame me dit, voilà, c'est pour toi. Tu m'as toujours beaucoup aidé. Alors j'ai cette chance. Elle me dit, j'ai voulu te mettre sur mon testament et puis je sais que tu as besoin d'argent, alors que je lui avais rien dit. C'est pour toi. OK. Alors, j'ai rien dit, évidemment, le jour J. Je suis retournée dans ma voiture le soir. J'ai ouvert l'enveloppe. Et là, quelle a été ma stupeur? J'ai regardé le montant qu'il y avait sur le chèque. Il y avait un chèque, en fait, dans cette enveloppe. Et quand on dit, voilà, demandez, vous recevrez au centuple. Moi, j'avais demandé 200 € et j'ai reçu 20 000 €. 20 000 € sur ce chèque, alors que je ne m'y attendais bien évidemment pas. Je n'avais rien dit à cette femme. Voilà, et stupeur, quoi. Franchement, waouh. Je me suis dit, alors ça, c'est incroyable, quoi. Donc, j'ai déposé le chèque, j'ai prévenu mon ami, je lui ai dit, j'arrive tel jour à telle heure, et ça a pu se faire. Oui. Mais tout ça pour dire que quand on n'est plus dans la peur, quand on est en verticalité avec, comme on dit, ce droit à l'abondance, et ça change tout. Quand on n'a plus peur de manquer, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que franchement, j'en menais pas large à ce moment-là, mais quand j'ai vu à quel point on pouvait être puissant, à l'insu, sans même m'en rendre compte, j'avais posé un acte, j'avais ordonné à avoir cet argent finalement. Moi, je n'utilisais pas ces mots-là à cette époque-là. Mais finalement, on a le droit de vivre dans l'abondance. Et quand on demande, l'univers ne peut pas nous refuser ça. C'est une évidence. Seulement, voilà, on est obligé de réfréner nos vieilles habitudes à penser qu'on n'a pas droit, qu'on doit mériter, etc., etc., etc. Et quand on arrive à rentrer de nouveau dans notre vibration et à vibrer ce qui doit nous revenir de droit, eh bien là, l'univers se plie en quatre, j'allais dire, pour subvenir à nos besoins. Et franchement, ça a été énorme, ce cadeau. Enfin, pour moi, c'est un cadeau, quoi. Et là, c'est vraiment que tu t'es remise dans ta vibration. C'est pas une demande égoïque, en fait. Non. C'est vraiment, je me place dans ma vibration, j'y ai droit. Et à ce moment-là, c'est tout le mouvement inverse de la loi d'attraction où tu dois attirer à toi. Là, ça t'est amené, en fait. C'est pas du tout pareil. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus comme des mendiants à prier, s'il vous plaît, etc. C'est j'ai besoin d'aller, on y va, quoi. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous attendez? Oui. C'est vrai que tu as raison, ça renverse la vibration, ça renverse la vapeur, quoi. Oui. Et comme on sait qu'ici, tout est inversé, c'est clair que tant que tu restes là à demander, à prier pour qu'on te donne une aumône, je veux dire,
quand on sent l'énergie, la puissance, quand tu dis, mais nom de bleu, maintenant j'ai besoin, et puis vous y allez, c'est totalement différent, quoi. Même au niveau énergétique, on sent qu'il y a une puissance qui s'installe, que de l'autre côté, on est toujours dans ce rôle de victime, de petit qui attend de plus grand que soi quelque chose qui va lui être amené en plus au compte-gouttes. Oui, parce que en fait, quand on est dans cette prière, quand on quémande, quand on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit rien, mais comme tu dis, on reçoit des miettes et on se contente des miettes. Oui. On se contente des miettes. Souvent, on a été amené à se contenter des miettes. Et non, quoi. C'est non. Et Voilà. souvent, on va payer en plus derrière, parce que rien n'est gratuit. Absolument. Donc, on va te donner quelque chose d'un côté, tu vas être tout content, et derrière, tu vas vivre une déception ou quelque chose d'autre qui va faire que tu vas payer énergétiquement, en tout cas, ce qu'on t'a donné. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je trouvais que elle est tellement belle cette histoire. Moi, ça me parle parce que c'est vraiment dans la vibration que ça se passe, quoi. Et vraiment de se remettre debout, c'est un cadeau qu'on se fait, même si c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et comment dire, quand on fait les hypnoses, ben c'est ce qu'on fait. C'est une partie du processus où on remet les gens debout. Et après, il y a tout l'accompagnement derrière parce que c'est pas facile déjà d'intégrer, de syntoniser la séance et ensuite de repartir avec des bases nouvelles, différentes de celles qu'on avait avant. Et puis ça demande oui, un accompagnement, de ne pas se retrouver tout seul à ne pas savoir comment faire, quoi. Oui, parce qu'en plus, souvent, l'entourage n'est pas au courant. Oui. Souvent, quand c'est comme ça, ces prises de conscience et qu'on commence à en parler autour de nous, on est très vite pris pour un marginal. Et c'est effectivement de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces événements, ces prises de conscience et ce réveil finalement. Hein. Ça demande de la force et de se sentir qu'on n'est pas seul, se sentir soutenu, c'est énorme, c'est énorme. Mais par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'on va rester en dépendance. Encore une fois, c'est simplement de savoir que c'est possible, que je ne suis pas seule, mais que le travail se fait seul quand même. Hein. Le travail se fait seul. Le travail se fait seul. Il y a un réveil qui se fait. L'accompagnement, c'est une chose, mais le boulot doit se faire seul. Et ça, c'est pas toujours facile, effectivement. Non. Mais le fait d'être accompagné, ça permet déjà de faire des pas un peu plus vite vers l'autonomie. Parce qu'au début, on ne sait pas, on tâtonne, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi faire avec tout ce qui émerge. Mais d'une fois qu'on a été accompagné, on devient plus vite autonome. Oui. Et après, on peut toujours demander de l'aide quand vraiment on bute sur un schéma ou sur une difficulté. Oui, 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 ponctuellement, c'est toujours possible. Mais encore une fois, il faut que ce soit ponctuel. Moi, je ne rentre pas dans des suivis sur 10, 15 séances, mais c'est inconcevable. Hein. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, hein, honnêtement. Mais non, parce que du coup, ça entraîne la personne à… Ouais. On la maintient dans un schéma d'assistance. Et pour moi, le but, c'est pas ça du tout. Ouais. C'est pas ça. C'est pas l'idée que je me fais de l'être et de sa verticalité, en tout cas. Ouais. Ben, je pense qu'on a pas mal parlé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous partager? Je sais que tu fais aussi des formations. Oui. Effectivement, bah, dans le cadre, là pour le coup, dans des structures, dans des hôpitaux, dans des entreprises, dans des institutions, j'ai été amenée effectivement à faire des formations
Alors, dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie, mais pas que, aussi pour des personnes, pour des structures, pardon, qui accueillent un public vulnérable, notamment lié au deuil, par exemple. J'ai eu à former des entreprises avec des collaborateurs qui prenaient au téléphone des personnes qui étaient endeuillées. Je suis en train d'ouvrir tout un pan, tout un champ de formation effectivement dans ce domaine-là, parce que l'accompagnement du deuil n'a jamais été très ouvert, en tout cas en France, et il y a vraiment tout un champ qui est complètement ignoré, qui demande à être mis en place. Et le processus de deuil, c'est vraiment quelque chose qui est important, que l'on vit tous les jours, mine de rien. On a des petits deuils à faire tous les jours. Et tant qu'on n'a pas compris le processus, on a tendance à répéter certaines choses, à ne pas comprendre et à rester figé dans des situations, dans des cas, à être marginalisé parfois. On est très seul, très isolé. Alors que quand on sait certaines choses très vite, de savoir, c'est le pouvoir. Pour moi, je trouve que c'est ça. Donc, d'être informé, c'est la base, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on pourra peut-être faire une rencontre, une vidéo sur le sujet, la thématique du deuil? Ah bah, avec plaisir, c'est quand tu veux. Comme ça, on pourra développer s'il y a des pistes que tu pourrais nous donner pour tous les jours, Oui. sans entrer dans l'enseignement que tu donnes pour les entreprises, mais pour que chacun d'entre nous, on puisse avoir déjà des petits outils ou repérer certaines choses. Oui, 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 parce que comme bon, je vais pas développer là, mais effectivement, un deuil a des répercussions sur le plan physique, psychologique, social, spirituel. Enfin, c'est tout l'être qui est impacté, hein. Donc, il y a effectivement pas mal de choses que l'on peut repérer dans son quotidien. Ok. Alors, ça, on se le garde au chaud, j'ai envie de te dire, Ouais, pour la super. prochaine. Bon, ben, je pense que si tu trouves que on a abordé tous les aspects de ton accompagnement, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu pourrais rajouter? Tous les aspects, non, parce que voilà, j'ai quand même une particularité, c'est que tout se fait dans l'instant. Je ne prépare rien, puisque je rentre en vibration avec l'autre, donc j'ai rien de préparé. C'est naturel pour moi. Donc voilà, c'est la seule chose que je veux, je veux rajouter. Oui. Et sinon, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Franchement, c'est un grand plaisir et je suis très heureuse et très contente encore une fois de faire partie de cette équipe. Et je te Ouais. remercie Brigitte aujourd'hui pour cette interview. C'est super. Et puis, ben, les gens, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de prendre une ou deux ou trois séances de suivi avec Laurence. Vraiment, ça agit au niveau de la structure. Moi, ce que j'ai pu constater après ma séance avec toi, c'est que vraiment, j'avais de l'espace, alors que en début de séance, parce que comme c'était pour me rendre compte avant l'interview, j'ai pris la peine quand même de me ressentir intérieurement. Et après la séance, je me suis dit, waouh, c'est comme si tu avais ouvert les fenêtres, euh, fait du ménage, aéré, et j'avais de l'espace que je n'avais pas au début de la séance. Et Ouais. je trouve ça extraordinaire, quoi. Et en Bah, une écoute, séance, en une séance, oui, merci, merci. ouais, Ouais. vraiment, super. Bah, merci pour ton témoignage. En tout cas, ça fait toujours plaisir parce que je sais jamais, moi, quel est l'impact que je vais avoir sur les gens. Et il n'y a que qui peuvent l'apporter, ce témoignage. Donc, super. Ouais, et ça nous permet vraiment de changer de vision, quoi. Mm. Parce que quand tu as plus d'espace, ben, effectivement, il y a une autre perspective qui est possible. Il y a une liberté intérieure qui s'installe. Voilà, juste une liberté intérieure. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ben, écoute, je te remercie beaucoup. Merci Brigitte. Une belle fin de journée. Merci à toi aussi. Ouais, à bientôt. À bientôt.